D'acacia, de trèfle, de romarin, de tilleul, de lavande, de châtaignier. Le miel est fabriqué par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs. Avec son goût sucré, il est très apprécié des gourmands et en plus, il soigne. Oui, certaines vertus thérapeutiques du miel sont connues depuis l'Antiquité. Le miel est riche en éléments nutritifs, en antioxydants, mais il est aussi antibactérien et antiseptique. Il a toujours été très utilisé pour adoucir la gorge enflammée, mais aussi pour soulager les brûlures et cicatriser les plaies. Alors que peut-on soigner avec le miel? Comment choisir son miel? Que dit la réglementation? Comment le consommer? Le miel médical est-il le même que le miel de notre cuisine? Que valent les autres produits de la ruche? Propolis, pollen, gelée royale? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Le docteur Albert Becker, bonjour. Bonjour. Président de l'association francophone d'apithérapie, auteur de ce livre Apithérapie pour tous, c'est aux éditions du Syndicat national d'apiculture. Et puis avec nous également Dominique Sénat, bonjour. Bonjour. Apiculteur, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Et vous êtes venu avec votre miel, vous nous en direz plus. Béatrice demande si le miel est vraiment intéressant du point de vue de la nutrition. Après tout, ça reste du sucre, nous dit-elle. Je pense que c'est effectivement le cas. C'est-à-dire la première vertu du miel, c'est d'être un produit nutritif. Le sportif l'utilise largement, c'est-à-dire le meilleur moyen de récupérer rapidement un effort. Et c'est également, et ça reste encore aujourd'hui, le produit le plus facile à digérer si on considère les sucres qu'on pourrait donner. Par rapport aux accaroses, il est beaucoup plus sucrant, 1,3 fois plus. Il est beaucoup plus efficace dans des pathologies, y compris dans le diabète. Il y a d'ailleurs des résultats très intéressants, on pourra parler tout à l'heure. Effectivement, c'est un moyen de nutrition qui me paraît hautement utilisable et hautement utile. Je pense que derrière la question, quand elle dit après tout cela reste du sucre, il devait y avoir aussi le côté calorique du miel. Alors, j'ai eu un jour une question très intéressante. Docteur, est-ce que vous avez un miel qui soit amaigri ou puis pas d'amaigrir? J'ai répondu, vous pensez que c'est un produit qui existe? Elle m'a dit oui. Alors, il est déshydraté. Je dis, essayez donc, vous me le faites savoir. Elle m'a ramené une publicité d'un miel déshydraté. Donc, effectivement. Donc, en fait, les miels ne sont pas dangereux, il ne faut pas grossir si on les prend de façon régulière. Et mon collègue ne me mentira pas, quand on mange 50 grammes de miel, la satiété est telle qu'on n'a pas envie de continuer. Hein. 50 grammes, ça fait combien d'abord? Ça fait quoi? Ça fait combien de cuillères? 3 bonnes cuillères à soupe. Hein. Voilà. D'accord. Une question justement, quelle quantité maximale de miel peut-on consommer au quotidien? Illimité. Dit l'apiculteur, le médecin. Ça dépend de la pathologie qu'on a. Si vous êtes diabétique, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a une limite, on peut en manger dans certaines conditions très restrictives. Logiquement, on en mange 30 à 40 grammes. Le Français moyen, annuellement, mange très peu, 450 à 500 grammes par an. Il est très en deçà des Américains qui ont plus de 3 kilos. Peut-être qu'il faudrait qu'ils en mangent un peu plus, mais encore une fois, on en parlera, des miels de qualité. Voilà. On demande pourquoi il a différentes couleurs, le miel. Différentes couleurs, différentes fleurs, différentes odeurs, voilà. Voilà, les miels, on dit... C'est lié aux fleurs. Hein. Tout à fait. Le mariage d'amour entre l'insecte et la végétation qui s'est mis en place depuis 80 millions, 100 millions d'années, on ne sait pas trop. Et c'est une stratégie alors qui s'est adapté à qui? C'est une stratégie simplement pour transporter le pollen de la fleur A à la fleur B. L'insecte abeille est avant tout un pollinisateur et en plus elle nous donne du miel. Vous êtes apiculteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la couleur du pot de miel que je vous rapporte, vous êtes capable de me dire en gros d'où il vient, de quelle fleur il a été produit? La couleur et le goût. Il y a vraiment des goûts caractéristiques avec vraiment de la végétation et des plantes bien caractéristiques qu'on va réussir à déterminer sans trop de soucis les origines de ces miels-là au niveau de la production végétale. Voilà. Oui. La colorimétrie vient aussi du fait de la richesse en polyphénol. C'est-à-dire que plus le miel est riche en polyphénol, plus il est sombre. Ce qui est en plus intéressant, c'est que dans les miels de ce type, on a l'odorat dont on signala, mais il y a aussi les moyens techniques d'analyse des miels, dont on en parlera également. J'ai la chance de diriger un laboratoire qui s'appelle le CETAM, quelqu'un le connaît. Eh bien, nous avons tous les ans environ 3000 à 4000 analyses de miel qui sont faites, un certain nombre de faux, on en parlera également, mais l'ensemble des éléments montrent aujourd'hui une très grande cohérence, en tout cas des miels français, avec l'origine botanique qui est annoncée. Y a-t-il des compositions et des vertus différentes selon l'origine du miel? Tout à fait, mais là je pense que Dr Becker sera plus à même que moi d'en parler. On sait très bien qu'un miel d'acacia, un miel de tilleul, un miel de sapin ne vont pas avoir les mêmes vertus, justement, du fait de décomposition qui sont contenues dans ces miels.
Tout à fait, ce que vous dites est juste, et je dirais même par-dessus marché. Les miels-là, c'est les miels, ce miel de sapin, en fait, c'est un faux miel, c'est un miel qui vient d'un organe secondaire, donc excrété par des pucerons. La sève est donc transformée, et cet excréta, c'est un peu le rutabaga des abeilles, elles prennent ça parce qu'elles ne trouvent rien d'autre. Et donc ces miels-là sont intéressants sur le domaine par rapport à la botanique de l'arbre dont ils proviennent. Et les plantes qui donnent... Alors il y a une chose qu'il faut savoir, les plantes ne donnent pas obligatoirement leur qualité pharmacologique au miel-là, mais non plus au nectar. Donc il y a des miels qui sont, par exemple, je prends l'exemple du miel de tabac, qui ne contient pratiquement pas de nicotine, alors que la plante en est remplie, ou la digitaline, etc. Donc il n'y a pas de corrélation franche entre l'origine botanique et la qualité prêtée au miel. On nous demande qu'est-ce qu'un bon miel et comment choisir. Moi, si je vais au supermarché, qu'est-ce que je dois regarder sur l'étiquette pour savoir quoi choisir? Qu'est-ce qu'un bon miel? Un bon miel est un miel de qualité. La France est une terre de miel. Les apiculteurs, dans leur très grande majorité, travaillent le plus convenablement possible. Ce sont des passionnés. Comment choisir un bon miel? Comment choisir un miel? L'important, ça vont être les indications sur les étiquetages. Oui. On a des mentions obligatoires. La première des mentions avant de consommer ou d'acheter un miel, pour nous, c'est récolté et mis en pot par l'apiculteur. C'est-à-dire que là, vous aurez impérativement le lieu de production, la personne qui va s'occuper du miel, la personne, je vous dis, apiculteur, le passionné qui va vraiment produire, qui va commercialiser ce produit. Et il y a d'autres choses sur l'étiquette qu'il faut regarder? Ce que c'est, le poids, les origines, bien évidemment. Et c'est là où on rentre aujourd'hui dans la grande difficulté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que notre demande en tant qu'Union nationale de l'apiculture française depuis 2016, c'est la modification, notamment sur les étiquetages de miel de mélange, où aujourd'hui on a des étiquetages qui ne veulent absolument rien dire, puisque en termes d'indication, on a UE et extra UE. Nous, ce qu'on réclame, eh bien, c'est les pays où ont été récoltés ces miels et surtout les pourcentages. D'accord. Voilà. Donc c'est très très important en tant que consommateur. Eh bien, choisissez les miels dont vous êtes sûr de l'origine. Ça, c'est indéniable. Les miels bio? Alors, le miel bio, c'est un peu compliqué, mais sachez qu'en apiculture biologique, il y a un cahier des charges français qui est très très strict sur comment conduire les ruches, sur quel type de peinture, quel type de médicaments, comment récolter les miels, où implanter les ruchers en fonction des voies de communication principales. Vraiment, le cahier des charges est le cahier des charges le plus strict quasiment. Sachez également que dans tout ce qui va être apiculture, sachez qu'en France, tout ce qui va être anti-bio sont strictement interdits depuis de très nombreuses années dans les ruchers. Ça, c'est très important parce qu'il y a encore une grosse confusion qui s'opère. Je répète, les apiculteurs français, dans leur très grande majorité, sont des passionnés et produisent des miels de qualité. On va voir tout de suite un reportage. Oui. Oui, je disais simplement en rajoutant, c'est qu'effectivement, quand on fait des contrôles de miel, je reviens au laboratoire que j'ai le plaisir de diriger également, on a des problèmes pas tellement par l'appellation, c'est surtout par l'ajout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, et on revient à ce que je disais, je partage tout à fait l'avis du syndicat qui le représente, et même le SNA dit la même chose, il faut absolument corriger ce système de mélange et de melting. Et ça pose une question fondamentale, c'est la qualité des produits. Alors je me pose à nos auditeurs la question suivante, s'ils avaient demain matin un vin, et que ce mélange de vin qu'ils mangent, ils ne sachent pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'ils boivent, d'où il vient? Ils diraient, je ne le boirai pas. Pourtant, c'est ce qu'on fait malheureusement dans les miels dits de grande surface. Certains sont de très grande qualité, il ne faut pas le nier, mais il y a un certain nombre de miels d'appel qui sont, eux, franchement, pas normaux. Quand vous avez un prix d'appel d'un miel qui vient de Chine ou d'autres pays, qui vous amène en France à moins de 2 € le kilo, même moins à 0,99 si je ne me suis pas trompé dans les chiffres que vous avez donnés. C'est la question qu'on avait sur les miels bon marché, est-ce qu'ils sont trop sucrés et mauvais pour la santé? C'est impensable. Et la population doit se rendre compte. Alors évidemment, ce plan de la loi, il y a un autre problème qui est, je pense qu'il l'abordera également, c'est l'origine de la réglementation européenne, qui est permissive. Et comme elle est permissive, tous ces miels obéissent à cette réglementation. Ce qui fait que certains nombres de marchands de miel font tout ce qu'ils peuvent pour être dans la limite européenne autorisée. Alors, il y a une deuxième chose qu'il faut dire, ces miels ne sont pas dangereux. Mais ils n'ont pas l'efficacité qu'aurait un miel normal. Et les par-dessus marché, ils cassent et ils détruisent en fait le travail des apiculteurs qui sont représentés par monsieur. Vous voulez ajouter un mot avant qu'on regarde le reportage? Simplement, en fait, les importations massives sont dues aux mortalités massives qu'on subit en France depuis 20 ans. Nos abeilles n'arrivent plus à vivre, il n'y a plus suffisamment de ressources, donc tout est lié. C'est-à-dire que la demande, vous l'avez dit tout à l'heure, la consommation française, c'est 500-600 grammes par an et par habitant depuis, donc ce qui représente à peu près 40-42 000 tonnes. Il y a 20 ans, en France, on importait 10 000 tonnes.
Actuellement, on est à 30 000 tonnes d'importation. D'accord. Voilà à peu près le cadre. Ce qui veut dire que tant qu'on n'aura pas résolu le problème des mortalités, eh bien, il y aura toujours ces importations massives, dont ces possibilités de fraude. Voilà. Vous parliez de miel qui vient de l'étranger, quelquefois une qualité douteuse, entre guillemets, qui ont été quelquefois coupés avec de l'eau, où on rajoute du sucre. On voulait vous amener à un endroit pour savoir comment on fabriquait du miel de qualité, 100% français. Nous avons voulu savoir comment on le récolte, comment on fabrique, du champ au pot, direction le Var, avec Lucille Degout, Mathieu Cressio et Nathalie Vincenti. Équipés de la tête aux pieds, ces apiculteurs sont prêts pour récolter un précieux nectar doré. Là, je vais enfumer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, juste pour les prévenir qu'on est là. En plein cœur du Var, dans cette forêt, la reine, c'est la bruyère blanche, Erica arborea. Cette plante fleurit en mars et avril sur le pourtour méditerranéen. L'emplacement est idéal pour les locataires des lieux. Elles sont particulièrement douces aujourd'hui. Ici, près de 30 000 abeilles s'affairent dans 140 ruches, sous l'œil expert de Nicolas. Mon rôle en tant qu'apiculteur, c'est de m'assurer que mes abeilles vont bien, qu'elles sont en très bonne forme et qu'elles sont prêtes au moment où je le veux pour aller sur les nectars et faire des mielés. Tous les matins, il y a des éclaireuses qui vont chercher les zones où il y a des fleurs qui les intéressent et qui reviennent à la ruche pour expliquer aux butineuses les endroits intéressants pour aller chercher du miel. Et cette année, les butineuses ont bien travaillé. Alors je sais que c'est le moment de récolter quand je vois cette fine couche de cire, l'opercule. C'est pas nécessaire que tout soit operculé, mais ça c'est un indicateur que le miel a un bon degré d'humidité. Les abeilles l'ont séché et l'ont préparé. Pour récolter le miel, la méthode la plus douce, c'est la balayette. On va délicatement brosser les abeilles, cadre par cadre. Voilà, délicatement, on leur demande de partir pour leur prendre le miel. Donc c'est une méthode un peu longue, mais qui a l'avantage d'être très respectueuse des abeilles. Autre technique moins discrète, mais bien plus rapide, avec cette machine qui déloge les habitantes. Ouais, voilà, on les a dérangées, c'est sûr, mais on ne les a pas blessées. Cette année, la récolte du miel de bruyère blanche est prometteuse. Même les abeilles en redemandent. La récolte va être bonne parce que les abeilles sont belles, les colonies sont fortes, l'environnement est magnifique et la météo est au rendez-vous pour la bruyère blanche. Et quand c'est le cas, on arrive à faire du miel et qui est très bon. Après la récolte, direction la miellerie. Salut Michel. Salut. Alors c'est le brouillard? Pas mal. Voilà, tu vois, le miel est bien operculé. Super. Bon, on va faire l'extraction. Ouais. Les cadres qui contiennent le miel fraîchement récolté sont placés directement dans cette machine qui découpe la fine couche blanche de cire. Puis les cadres passent à la centrifugeuse, 300 tours par minute. Au bout de 15 minutes, tout le miel a été récupéré. Le miel a été extrait, donc il est amené par cette pompe vers un filtre, donc pour avoir bien l'impureté qui parte. Et ensuite, là, on le voit, il est en train de partir vers le fût alimentaire. Les fûts du précieux nectar doré sont stockés dans cette pièce pendant 1 semaine. Puis le miel est encore une fois filtré et mis en pot. Et dans ces pots, du miel, rien que du miel. Il n'y a aucun additif, c'est du miel 100% naturel. On ne fait jamais de mélange. On a toujours soit du miel monofloral, soit du miel toute fleur, mais qui provient d'un même champ. Du miel 100% naturel et 100% français. Ici, on ne plaisante pas avec la traçabilité. De retrouver un code unique sur chaque lot de miel avec un code QR. On peut voir toutes les étapes, la récolte, l'extraction, la mise en pot et la distribution. Ça permet de redonner confiance aux consommateurs avec tous les fonds miel qu'on puisse trouver sur le marché. Nous, vous pouvez vraiment vous assurer que toutes les étapes sont faites là où elles sont annoncées. Miel de romarin, d'acacia, de lavande, de châtaignier, de bruyère blanche ou encore toute fleur, il y en a pour tous les palais. Si on prend le miel de bruyère blanche qu'on a récolté aujourd'hui, on peut évidemment l'utiliser en cuisine. D'abord, en commençant par le petit déjeuner, avec juste une tartine et une brioche, mais aussi dans des préparations, très bien avec le canard par exemple. Et bonne nouvelle pour les gourmands, le miel possède aussi de nombreuses vertus thérapeutiques. Alors avec le miel, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Dominique Sénat, votre miel, c'est du miel toute fleur. Tout à fait. Ça veut dire quoi?
Miel toute fleur, ce sont les abeilles qui sont allées butiner sur différentes fleurs. Et les floraisons étant croisées, eh bien, on a du mal à sortir des miels monofloraux. Donc clairement, le miel qui est contenu dans ce pot, c'est pas moi qui l'ai mélangé, ce sont les abeilles qui participent à ce mélange de miel. L'intérêt pour ces miels toutes fleurs, c'est que d'une année à l'autre, en fait, eh bien, ces miels toutes fleurs n'auront pas forcément les mêmes goûts. Parce qu'il suffit, la même couleur, du coup. Il a ni la même couleur, parce qu'en fait, ce sont les fenêtres météo avec les floraisons qui vont permettre aux abeilles d'être opportunistes, excusez-moi l'expression, et de nous constituer ces fabuleux produits. Mathilde demande si la pollution a des conséquences néfastes sur la qualité du miel. La réponse est oui et non. Oui, dans la mesure où il y a une zone extrêmement polluée, je prends l'exemple très précis, une usine d'incinération, vous aurez des problèmes probablement dans la ruche. Inversement, on a des miels parisiens, de Moselle, de Marseille, qui ont très peu de polluants. Tout dépend. L'abeille est capable de séparer quand même pas mal les produits et la capacité de faire un miel assez propre malgré les polluants environnementaux. Oui. Si vous permettez, parce que la vie des nectars est très courte sur une journée. En fait, le nectar n'a pas suffisamment le temps de stocker le polluant. Par contre, ces nectars qui sont produits avec des plantes qui ont été traitées notamment avec des produits systémiques, c'est-à-dire des molécules qui sont transportées qui sont véhiculées par les sèves de la végétation. Attention à ce qu'on fait là, parce que c'est pour ça que l'interdiction des néonicotinoïdes est vraiment une avancée majeure. On en verra l'effet d'ici 2-3 ans parce qu'on connaît la durabilité et la vie de ces molécules dans les sols, donc c'est à peu près 1000 jours. Mais voilà les deux différences, c'est-à-dire que le nectar a une vie très courte. Méfions-nous des pollens quand même en milieu urbain qui sont des capteurs de microparticules. Vous voyez, il faut bien distinguer les différents produits de la ruche. Qu'en est-il de la propolis et de la gelée royale? Quels en sont les bienfaits? Alors, la réponse est très simple. La propolis, c'est pas un mot exact, c'est les propolis. En fait, la propolis qu'on récolte en Europe est essentiellement celle du bouleau, enfin du peuplier en premier et du bouleau en second, éventuellement du châtaignier. Ces propolis, en fait, c'est pas tout à fait exact. Ce qui est récolté, c'est une résine. La propolis est transformée dans la ruche. La résine est fabriquée, dès que l'abeille l'a récupérée, elle va le malaxer avec ajouter de la salive. Cette transformation se fait pendant le vol-retour. Elle se rajoute à ce moment-là de la cire qu'elle va récupérer, soit de la cire directement quand c'est la période où il y en a beaucoup au niveau de la cire nouvelle, soit éventuellement celle qu'elle récupérera dans la ruche. L'objectif pour l'abeille, c'est d'avoir un produit qui permet de compléter les différentes brèches qui pourraient exister et en même temps de garantir un certain équilibre dans le biotope dans lequel elle vit. Parce que le système de l'abeille est un système très peu variant et elle ne supporte pas des anomalies. Et dès que là, il n'y a qu'une solution qui existe pour elle, c'est la fuite. C'est donc et la gelée royale? Alors, la gelée royale, c'est aussi un nutriment qui vient du pollen, qui est fabriqué, sécrété, malaxé par des abeilles nourricières, donc tout au début, qui a pour élément exclusif de contenir des enzymes et particulièrement des hormones qui permettent, dans le cas où elle est traitée toute la période de la larve, d'obtenir un élément sexué, soit une reine si c'est nécessaire, soit les faux-bourdons qui sont des éléments sexués. Quand il y a une carence au bout du 4e jour, bien ça donnera l'abeille dite ouvrière qui est donc une abeille qui est stérile. Enfin, stérile sous condition que la reine bloque son ovaire parce que dans le cas contraire, elle pond des œufs. Théo demande par quel processus l'application du miel sur des plaies peut favoriser leur cicatrisation. Alors, si je faisais un cours, j'en aurais pour 2 heures. Non, je vais pas le ça va faire. être possible. Donc, par contre, je répondrai parce qu'il y a des caractéristiques très particulières qui font qu'il y a 4 caractéristiques particulières. La première, c'est que c'est un élément hyperosmotique, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'eau, donc elle absorbe l'eau. Le second qu'il y a dedans, c'est qu'il y a un certain nombre de produits chimiques qui sont mis par l'abeille qui permettent de transformer le sucre, qui s'appelle le glucose, en un produit qui s'appelle l'acide gluconique et en oxygéné. Ça, c'est un point important. Le troisième élément qui existe, c'est qu'elle contient des antibiotiques, le fameux polyphénol dont on parlait tout à l'heure. Et quatrièmement, elle a un facteur qui s'ajoute, qui sont les facteurs de l'abeille proprement dit, dont l'un est une inhibine, ce sont des produits, des protéines de bas plan moléculaire, qui sont caractéristiques aussi des abeilles, et qui sont tous sensibles à la température. On va voir des images tout de suite que vous nous avez fournies d'ailleurs, qui sont un peu difficiles, on vous prévient tout de suite. Oui, alors ce qu'on voit devant soi, ça c'est une plaie qui a été faite pour une greffe qui a été faite à l'hôpital à partir d'un morceau d'os qu'on prend au niveau de la hanche. Et le traitement, il montre ici le traitement en les quelques jours, le traitement qui est obtenu. Donc la première à gauche, vous voyez, c'était torpide, c'est qu'elle ne marchait pas. On a ajouté du miel et en 10 jours, on a fermé la plaie. D'accord. On en a une autre image peut-être ? Alors ça, c'est une photo qui m'était envoyée, qui est toute récente, elle date de 3 jours. C'est une plaie qui a été faite en Maroc par une brûlure chimique.
Là-bas, c'est un de nos élèves qui est à l'école qui est chez nous. Donc, c'est avec l'association, nous formons donc des médecins et des paramédicaux. Et donc, il est venu chez nous en France, à Lyon, où nous faisons ses formations. Et donc, le résultat était qu'il a mis du miel local de cette région, donc pas du tout miel médical, un miel courant, du bled, comme on dit. Et voilà le résultat d'une brûlure du 2e degré, vraiment sévère, avec récupération des troubles articulaires qu'il y avait au départ. Et on doit avoir encore une image peut-être sur l'amputation, parce que c'est effectivement quelque chose. Celle-ci, c'est une photo qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est une celle-là, oui, celle-là, c'est encore autre chose. Ça, c'est une photo aussi d'Algérie, à gauche. Alors, cette personne-là, c'est un téléphone. Et donc, j'ai traité par téléphone. Cette personne est dans une situation très compliquée, un accident. Le chirurgien local, je ne sais pas si on peut le dire, un chirurgien qui a travaillé ça, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. Quoi qu'il en soit, il était dans un mauvais état. Il m'a envoyé cette photo. Je lui ai donné un protocole de traitement qu'on applique partout. Et nous avons obtenu, ce que l'OMS reconnaît d'ailleurs également, une guérison pratiquement complète en 3 semaines. Céline demande pourquoi il y a autant d'engouement autour du miel de Manuka. C'est quoi? Miel de Nouvelle-Zélande. Je peux répondre aussi. Produit dans des endroits bien particuliers avec la fleur de Manuka qui a des propriétés et des vertus de santé. Et on le trouve facilement, ce miel? Alors on le trouve facilement selon les saisons, oui, mais c'est le prix qui est quand même légèrement prohibitif. J'ai plus la mémoire des chiffres en tête, mais c'est quand même un miel qui est quand même très très onéreux. Oui. Alors le Manuka, pour juste dire ce que c'est, en fait c'est une superbe invention je dirais, des apiculteurs néo-zélandais. C'est un miel qui a des caractéristiques particulières, effectivement. Il est très riche en corset tonique. Et c'est un produit, un des éléments qui est recruté là-dedans, je ne rentre pas dans le détail, est dû au vieillissement naturel du miel. Et plus il vieillit, plus il augmente. Et un monsieur qui s'appelle Molland, qui était d'ailleurs subventionné, et on devrait le faire nous aussi, par les syndicats apicoles, a permis de démontrer qu'il y avait effectivement un effet positif sur un certain nombre de plaies. Et donc cet engouement était tel que par rapport à tous les autres, c'est celui qui a le plus de publications, ce qui fait que c'est le plus utilisé. Mais d'autres miels sont aussi efficaces. Merci beaucoup à tous les deux. Sachez que le 13, 14 et 15 juin, l'Union nationale de l'apiculture française organise les Happy Days, des journées qui visent à sensibiliser le public à la sauvegarde des abeilles. Des manifestations comme des ateliers récoltes, des dégustations de miel auront lieu dans toute la France. Vous aurez les infos sur le site abeillesentinelle.net. Et je rappelle votre livre, Dr Becker, Apithérapie pour tous, sécher, SNA. Voilà. Merci à tous les deux. Lundi, dans le Docteur, on répondra à vos questions sur le mal de cou. Et puis, d'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir. Excellent week-end, bon après-midi.